Et si je vous disais que les secrets les plus effroyables de la Seconde Guerre mondiale ne sont pas enfouis dans des archives de poussiéreuses ou rouillent au fond des mers connues? Et si la véritable horreur à laquelle le Troisième Reich a été confronté dans ses explorations les plus folles était toujours enchaînée à la glace au bout du monde, dans les étendues sauvages et silencieuses de l'Arctique? Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur une histoire qui vous glace le sang. L'histoire d'un sous-marin allemand disparu depuis longtemps, retrouvé là où il n'aurait pas dû être, et de ce qu'il cachait. Il ne s'agit pas seulement de l'histoire d'une relique de guerre. Il s'agit d'un voyage au cœur des ténèbres, aux portes d'une cité sous-marine qui renferme des connaissances susceptibles de détruire l'humanité. Ce que l'expédition découvrira changera à jamais votre vision du passé et vous fera trembler pour l'avenir. Préparez-vous, nous y allons. Imaginez le vaste désert de glace de l'Arctique, un silence blanc qui s'étend jusqu'à l'horizon, là où le ciel rencontre la terre gelée. Ici, parmi les glaces séculaires, en 1998, le navire de recherche Polar Dawn, équipé des dernières technologies, effectue son travail de routine, étudier l'évolution de la couverture glaciaire et cartographier les fonds marins. L'équipage, composé d'explorateurs polaires et de scientifiques aguerris, est habitué aux conditions difficiles et aux longs mois d'isolement. Le capitaine s'appelait Arthur Wright, un marin expérimenté pour qui l'Arctique était une seconde patrie. Lors d'une journée particulièrement glaciale, alors que le vent glacial hurlait dans l'attirail et que la température chutait à moins 40 degrés centigrades, le sonar du navire a détecté quelque chose d'étrange, profondément sous la colonne d'eau, là où, d'après toutes les cartes, il n'aurait dû y avoir qu'un fond plat. Les instruments ont révélé la présence d'un grand objet métallique. C'était inhabituel, trop inhabituel pour ces latitudes désertiques. La première hypothèse fut qu'il s'agissait de l'épave d'un navire moderne écrasé par la glace. Mais la forme de l'objet sur l'écran du sonar était différente, allongé, en forme de cigare, avec des signes évidents d'origine humaine, mais d'une construction archaïque. Wright donne l'ordre de mettre à l'eau un véhicule de recherche en haute mer, un petit sous-marin nerveux, équipé de puissants projecteurs et de manipulateurs. La tension monte à bord du Polar Dawn. L'opérateur de la machine, un jeune scientifique nommé Ben Carter, dirige lentement l'engin dans les eaux troubles et glacées. Puis, à la lumière des projecteurs, il émerge des ténèbres. Un fantôme du passé, enveloppé de glace, un sous-marin allemand de la Seconde Guerre mondiale. Il repose sur le fond, presque intact, à l'exception de l'épaisse couche de sédiments marins et de glace qui recouvre sa coque comme un linceul. Sur le roof, au fil des décennies, on pouvait encore reconnaître les traces du numéro et de l'emblème du navire. Une tête de loup. C'était l'un des sous-marins 7C, la tempête de l'Atlantique. Mais que faisait-il ici, dans l'Arctique, si loin des théâtres de guerre connus? Et surtout, comment a-t-il pu être aussi bien conservé? D'après les registres des navires, relevés par communication urgente, il s'agit d'un sous-marin, le Nordstern, Polar Star, porté disparu dans les eaux septentrionales à l'automne de l'an 1943. Selon la version officielle, il aurait coulé à la suite d'une attaque à la bombe sous-marine ou aurait sauté sur une mine lors d'une patrouille secrète. Mais l'endroit où il se trouve, loin des itinéraires prévus, met en doute cette version. Arthur Wright, d'ordinaire réservé, ne peut cacher son excitation. Une telle découverte est un événement mondial. Il est décidé d'essayer de renflouer le sous-marin, ou au moins de l'examiner en profondeur in situ. Mais l'Arctique n'est pas pressé de livrer ses secrets. Les préparatifs de l'opération ont duré plusieurs semaines. Le temps interfère constamment, la situation des glaces change d'heure en heure.
Les spécialistes élaborent un plan complexe pour dégeler partiellement la coque à l'aide d'émetteurs de chaleur dirigés afin d'accéder à l'intérieur sans endommager la structure fragile. Enfin, le jour est fixé. Une équipe de 4 personnes, dont Wright et Carter, vêtus de combinaisons thermiques spéciales, se préparent à la descente. L'atmosphère est oppressante. C'est une chose de voir le bateau sur l'écran de contrôle. C'en est une autre d'être à proximité de ce sarcophage d'acier qui repose au fond depuis plus d'un demi-siècle. Lorsque leur bathyscaphe s'est approché du Nordstern, l'ampleur de la découverte a stupéfié les explorateurs les plus chevronnés. Le bateau semblait figé dans le temps, un monument d'une époque révolue. Avec un soin inouï, à l'aide de découpeuses laser et de pistolets thermiques, les sauveteurs ont commencé à découper l'entrée près de l'écoutille arrière, qui semblait la moins abîmée. Le métal cède difficilement, gémissant et grattant comme s'il ne voulait pas laisser les étrangers entrer dans son étreinte glacée. Chaque bruit résonne dans les écouteurs, faisant battre le cœur des explorateurs. Après plusieurs heures de travail acharné, le passage est franchi. Wright est le premier à y pénétrer, suivi par les autres. Ce qu'il voit les réduit au silence. L'intérieur du sous-marin est comme figé dans le temps. En raison de la basse température et du manque d'oxygène, de nombreuses pièces sont étonnamment bien conservées. Mais partout, il y avait des signes de la catastrophe soudaine, des objets éparpillés, des attaches déchirées, et des corps, les restes de sous-mariniers allemands dans des uniformes délabrés, figés dans les poses dans lesquelles la mort les a surpris. Certains étaient assis à leur poste de combat, d'autres gisaient dans les coursives étroites, témoins silencieux d'une tragédie dont les causes restent à découvrir. Le spectacle n'est pas pour les âmes sensibles. L'air à l'intérieur était vicié, lourd, avec une légère odeur d'huile de moteur et quelque chose d'autre, inconnu et inquiétant. En s'enfonçant dans le bateau, de compartiment en compartiment, l'équipage examine les instruments, les machines et les effets personnels de l'équipage. Tout indique que le bateau n'a pas été coulé lors d'une bataille. Il n'y a pas de trou d'obus ni d'explosion caractéristique. Il semble que l'équipage se soit simplement endormi, à jamais. Dans la salle de contrôle centrale, Wright remarque les cartes de navigation étalées sur le bureau du navigateur. Elles étaient inhabituelles. En plus des marques standards, elles portaient donc des marques étranges, des lignes menant loin vers le nord, vers les régions inexplorées, situées sous la calotte glaciaire de l'Arctique. Des endroits où, selon les données officielles, il ne peut y avoir que des kilomètres de glace et d'eau. Mais la découverte la plus importante les attend dans la cabine du capitaine. La cabine est petite et ascétique. Sur la couchette, couverte de poussière de glace, gît un squelette en uniforme de capitaine. Il tient encore dans sa main une petite trousse métallique. Carter desserre doucement les doigts du mort et prend la trousse. Elle est scellée avec de la cire à cacheter portant les armoiries de la Kriegsmarine. À l'intérieur, enveloppé dans du papier huilé, se trouvait un épais journal de bord et plusieurs rouleaux de cartes, encore plus étranges que celles du poste central. Les cartes représentaient des paysages sous-marins qui n'existaient sur aucune des cartes connues du monde Inde. Et parmi ces paysages, au cœur du pôle de glace, se trouvait un objet marqué d'un symbole runique ressemblant à une porte. Sous le symbole se trouvait la signature Asgard. Le cœur d'Arthur Wright bat encore plus fort. Il réalise qu'ils sont tombés sur bien plus qu'un simple sous-marin englouti. Ils ont trouvé la clé d'un secret que l'Allemagne nazie tient pour plus cher que l'or. Le secret pour lequel le Nordstern s'était embarqué dans son dernier voyage suicidaire. Et ce secret, de l'avis général, était bien pire que tout ce que l'on pouvait imaginer. Un silence tendu règne à bord du Polar Dawn,
rompu seulement par le ronronnement mesuré des diesels et le craquement de la glace à la mer. La trousse en métal, soustraite à la poigne mortelle du capitaine du Nordstern, est posée sur la table du carré, attirant les regards de toutes les personnes présentes. Arthur Wright ouvre soigneusement les seaux de cire. À l'intérieur, comme nous l'avons déjà mentionné, se trouvait un volumineux journal relié en cuir et plusieurs cartes étroitement pliées. Le papier du journal est jauni par le temps, mais l'encre des inscriptions est remarquablement claire. Il s'agit de l'écriture du capitaine du Nordstern, Gunther von Arnheim, connu dans la Kriegsmarine pour son courage et son penchant pour les solutions non conventionnelles. Les enregistrements commencent de manière classique: date, coordonnées, conditions météorologiques, rapport de routine sur l'état du bateau et de l'équipage. Le Nordstern quitte Kiel au cours de l'été 1943. Officiellement, il s'agit de patrouiller dans les convois alliés du Nord. Mais après quelques pages, le ton des notes commence à changer. Le capitaine mentionne une mission spéciale de la plus haute importance, un ordre reçu directement de l'amiral Dönitz et, plus incroyable encore, avec l'approbation de certains conservateurs de l'Ahnenerbe, cette même organisation qui recherchait des artefacts mystiques et des prédites preuves de la supériorité de la race aryenne. 22 juillet 1943, lit Wright à voix basse, tandis que Ben Carter et le reste de l'équipe écoutent en retenant leur souffle. Nous quittons le champ de tir de la Luftwaffe. Il se dirige vers le nord. L'équipage est perplexe, mais la discipline est sans faille. Le but du voyage n'est connu que de moi et du second Klaus. Les autres pensent qu'il s'agit d'une simple partie de chasse. S'ils savaient, parfois, je me dis que la mer elle-même s'oppose à notre progression. Les tempêtes ne s'arrêtent pas, les boussoles se comportent bizarrement. Plus loin, les récits deviennent de plus en plus vagues et inquiétants. Le capitaine décrit comment ils ont dépassé le Spitzberg et se sont enfoncés dans la banquise, là où aucun sous-marin n'y est jamais allé. Il mentionne les anciennes sagas nordiques, les légendes de Thulé et d'Hyperborée, dont les dirigeants du Reich pensent qu'elles ne sont pas des fictions, mais des indications codées de l'emplacement de la patrie ancestrale des Aryens, cachée quelque part dans les glaces de l'Arctique. Le 15 août 1943, la glace se referme autour de nous. Nous voyageons à faible profondeur et risquons d'être écrasés. Nous avons fait surface plusieurs fois pour déterminer notre position exacte à l'aide des étoiles. D'étranges lumières à l'horizon qui ne sont pas sans rappeler les aurores boréales. L'équipage murmure. Klaus tente de maintenir le moral, mais je lis la peur dans ses yeux. Et dans les miens aussi, pour être honnête avec ce magazine. Les cartes que nous avons reçues des Handlers nous conduisent au cœur d'un enfer glacial. Mais les ordres sont les ordres. Les cartes trouvées avec le journal étaient vraiment stupéfiantes. Elles ont été réalisées avec une précision incroyable, mais elles décrivent une topographie du fond de l'océan qui ne correspond pas du tout aux données modernes. Des canyons profonds, des crêtes sous-marines et de vastes plateaux là où il n'aurait dû y avoir qu'une plaine abyssale monotone, et toutes ces lignes convergeaient vers un seul point, marqué par un symbole runique qu'il connaissait déjà. 1er septembre 1943. Il s'est passé quelque chose d'incroyable. Ce matin, en passant sous un immense champ de glace, notre acoustique a détecté d'étranges signaux. Ni mécaniques, ni naturels. C'était comme un chant, profond, persistant, venant de quelque part, en dessous. J'ai ordonné une plongée plus profonde. À une profondeur de 200 mètres, nous sommes entrés dans un gigantesque canyon sous-marin qui ne figure sur aucune carte, à l'exception de celle que je possède. Les parois du canyon s'enfoncent dans l'obscurité.
Les projecteurs n'en distinguent donc que de petites parties. Mais ce que nous voyons est étonnant. La pierre est fondue, comme si une chaleur inimaginable avait fait rage ici. Et il y a des structures partout. De toute évidence, elles ont été construites par l'homme. Des arcs cyclopéens, des colonnes, les vestiges d'une sorte de tour. Le tout recouvert par des siècles de sédiments, mais il ne fait aucun doute qu'il s'agit de l'œuvre d'êtres intelligents. Au fur et à mesure de sa lecture, la voix de Wright se fait de plus en plus discrète. L'histoire qui se déroule dans les pages du magazine est trop monstrueuse pour être vraie. Mais les preuves de matériel, le sous-marin lui-même, les cartes, le journal, sont là. 5e septembre 1943. Nous avons trouvé l'entrée. Ou plutôt, c'est elle qui nous a trouvés. Après plusieurs heures d'errance dans ce labyrinthe sous-marin, l'un des tunnels s'est soudain élargi et nous nous sommes retrouvés dans une grotte gigantesque. Ses dimensions sont impossibles à déterminer. Le plafond est perdu quelque part, au-dessus, hors de portée de nos projecteurs. Et au centre de cette grotte, il y a UN, une ville, si l'on peut appeler cela une ville. Des bâtiments étranges, mal famés, qui brillent de l'intérieur d'une faible lumière phosphorescente. Des tours s'élevant vers le haut, des flèches comme des cristaux gelés, des ponts enjambant des gouffres sans fond. Aucun signe de vie, juste cette majesté morte et silencieuse. Et le froid, un froid perçant, inhumain, auquel même le système de chauffage du bateau ne peut échapper. Nous l'avons appelé Asgard, comme l'indiquaient nos directives. Mais si c'est bien Asgard, ces dieux sont morts depuis longtemps, ou endormis. Wright tourna la page, sa main tremblait légèrement. L'atmosphère sur le Polar Dawn est devenue presque insupportable. Tout le monde imaginait cette image. Un sous-marin allemand, perdu dans les profondeurs glacées, flottant lentement dans les rues d'une ville morte et lumineuse, construite par une civilisation inconnue il y a des millions d'années. Le 10 septembre de l'année 1943. Nous avons passé plusieurs jours à explorer la périphérie de la ville, hésitant à s'approcher du centre. Nous avons envoyé plusieurs fois des plongeurs en combinaison spatiale légère. Ils sont revenus pâles et effrayés. Ils nous ont parlé de salles géantes, remplies de mécanismes incompréhensibles, de symboles étranges sur les murs qui provoquent une angoisse inexplicable. L'un des plongeurs, le jeune Hans, a commencé à parler après son retour, parlant de yeux fixes et de chuchotements venant des murs. Nous avons dû l'isoler. Je crains pour la santé mentale de l'équipage, et la mienne. Cet endroit, c'est une pression mentale. Il est étranger à tout ce qui est humain. Les entrées suivantes sont consacrées aux tentatives des Allemands pour comprendre la nature de la ville, découverte et sa technologie. Le capitaine von Arnheim, suivant les instructions de Lannenerbe, ne cherche pas seulement des ruines antiques. Il est à la recherche d'une source de puissance, d'une arme qui pourrait changer le cours de la guerre. Et à en juger par ses notes ultérieures, il l'a trouvée. 20 septembre 1943. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans l'un des bâtiments centraux. Il ressemble à un temple géant ou à une centrale électrique. À l'intérieur, dans une immense salle, nous avons trouvé ceci. Un cristal d'une taille immense qui émet une lumière froide et constante. Il flottait dans l'air au-dessus d'un piédestal couvert d'une écriture inconnue. En nous approchant, la lumière s'est intensifiée et nous avons entendu le même son chantant que nos acousticiens avaient capté avant d'entrer dans le canyon. C'est une source d'énergie d'une puissance incroyable. Nos instruments sont hors normes. L'ingénieur Schmidt affirme que si nous pouvions comprendre ne serait-ce que partiellement son fonctionnement, nous disposerions d'une énergie inépuisable qui pourrait alimenter le Reich tout entier, ou une arme capable d'incinérer des villes. L'enregistrement s'interrompt à ce moment-là. L'enregistrement suivant a été effectué quelques jours plus tard,
et l'écriture du capitaine a radicalement changé. Elle est irrégulière, pressée. 25 septembre 1943. Nous avons essayé. Mon Dieu, nous avons essayé de le contrôler. Schmidt et ses hommes ont construit une sorte de récepteur pour capter l'énergie du cristal. L'expérience s'est soldée par un désastre. Lorsqu'ils ont activé le dispositif, il y a eu une explosion d'énergie si puissante que plusieurs membres de l'équipe autour d'eux ont tout simplement disparu. Il ne restait plus que des ombres sur les murs. Le cristal a changé de couleur, devenant violet, et le Moonjan s'est transformé en un hurlement glacial. J'ai ordonné une retraite immédiate, mais il semble que nous ayons réveillé quelque chose qui dormait ici depuis des milliers d'années. Le bateau tremble, les instruments tombent en panne. Nous sommes piégés dans cette maudite ville. La tension dans le carré du Polar Down est à son comble. Le récit du capitaine von Arnheim n'est pas seulement un compte-rendu de l'expédition, c'est la chronique d'une descente dans la folie. 1er octobre 1943. Depuis plusieurs jours, nous essayons de sortir de ce piège. La ville semble s'être animée. Les murs bougent, les passages changent. Nous entendons des voix. Elles veulent nous promettre l'eau, le pouvoir, la connaissance, la vie éternelle. Hans, le plongeur, s'est ouvert les veines cette nuit. Avant de mourir, il a crié « Ils viennent sans pour nous ». L'équipe est au bord de la révolte. Klaus a du mal à les contenir. Je sens que je perds la raison. Cette énergie, elle entre dans mon cerveau. Elle brise ma volonté. Ce soir, je les ai vues, des ombres qui se glissent comme dans les couloirs du bateau. Elles ne sont pas matérielles, mais elles sont là. Elles nous étudient, et elles attendent quelque chose. Wright finit de lire la dernière page, écrite en grosses lettres gribouillées. 5e octobre 1943. La décision a été prise. Cette technologie ne doit être donnée à personne. Ni au Reich, ni aux Alliés, ni au diable lui-même. Elle est trop dangereuse. Elle détruira l'humanité. J'ai ordonné à Schmidt, ce qu'il en reste, de désactiver les moteurs et de couler le bateau ici, dans cette ville maudite. Que le Nordstern soit notre tombeau commun et le gardien éternel de ce secret. Klaus m'a soutenu. Il a dit que c'était la seule façon honorable de s'en sortir. Les autres ne sont plus humains. Ils marmonnent des prières dans une langue que je ne connais pas. Je prie Dieu pour que cette folie ne s'ébruite pas. Adieu. Capitaine Günther von Arnheim. Que Dieu sauve l'Allemagne et le monde entier de ce que nous avons découvert ici. Après ces mots, le journal n'est plus que gribouillages illisibles et taches de sang. Wright referme le journal. Un silence pesant règne dans la cabine. L'image peinte par les mots du capitaine décédé depuis longtemps est terrifiante. Un sous-marin allemand qui avait trouvé les vestiges d'une ancienne et puissante civilisation sous les glaces de l'Arctique. Une technologie capable d'une puissance inimaginable et d'une destruction tout aussi inimaginable. Et un équipage rendu fou par cette puissance, déterminé à mourir, mais à ne pas laisser le mal se déchaîner. « Qu'est-ce que c'était » chuchote enfin Ben Carter, le visage pâle comme un linge. « Je ne sais pas » répond Wright en regardant les cartes étalées sur la table. « Mais si tout cela est vrai, alors nous sommes assis sur un baril de poudre. Ces cartes mènent à ce même Asgard. Et si les Allemands ont pu le trouver en 1943, nous le pouvons aussi. » Ses yeux s'illuminent de la lumière dangereuse d'un explorateur confronté au plus grand mystère de l'histoire de l'humanité. Mais au fond de lui, il se rend compte que le capitaine von Arnheim a raison. Il y a des mystères qu'il vaut mieux ne pas toucher. Et il y a des portes qui ne devraient jamais être ouvertes. L'équipage du Polar Down a passé plusieurs jours à discuter intensément. Les mots du capitaine von Arnheim dans son dernier journal résonnent dans les oreilles de tous ceux qui les entendent. Les images d'une cité sous-marine, d'un cristal incandescent
et d'un équipage désemparé ne cessent de faire vibrer les esprits. Certains membres de l'équipage, en particulier les plus jeunes et les plus impressionnables, ont insisté pour rentrer immédiatement et remettre tout le matériel aux autorités. Ils sont terrorisés et ne veulent rien savoir de cette histoire. D'autres, emmenés par Ben Carter, sont pris par l'excitation de la recherche. Trouver la preuve de l'existence d'une civilisation ancienne, dotée d'une technologie incroyable, est le rêve de tout scientifique. Arthur Wright reste silencieux. Il relit le journal de bord, regarde les cartes mystérieuses. En tant que capitaine, il est irresponsable de la vie de ces hommes. Mais en tant qu'explorateur, il se rend compte qu'une telle découverte n'arrive qu'une fois par millénaire. Les mots de von Arnheim sur la technologie trop dangereuse et sa décision désespérée de couler le bateau résonnent dans son esprit. Et s'il s'agissait d'un avertissement, finalement, une décision de compromis est prise. Tenter une exploration très prudente de la zone indiquée sur les cartes allemandes à l'aide d'un véhicule de haute mer. Pas de débarquement, pas de tentative d'infiltration, seulement une surveillance à distance. Si les cartes sont exactes et que la cité sous-marine existe vraiment, il faut la documenter. Ensuite, c'est à Big Earth de décider. Le cœur lourd, Wright donne l'ordre de préparer l'appareil pour une nouvelle plongée. Cette fois, Carter lui-même, accompagné d'un opérateur de sonar expérimenté, se porte volontaire pour le piloter. L'atmosphère à bord du navire est oppressante. Tout le monde se rend compte qu'il joue avec le feu. Le véhicule de haute mer, appelé Odyssey, s'enfonce lentement dans les abysses glacés. Les cartes de von Arnheim, copiées et chargées dans le système de navigation de l'Odyssée, le guident à travers un labyrinthe complexe de falaises et de canyons sous-marins. Pendant plusieurs heures, le véhicule se déplace à l'aveugle, orienté uniquement par des instruments. Puis, alors qu'il semblait que les cartes allemandes n'étaient monnées que le fruit d'une imagination malade, le sonar a commencé à montrer quelque chose d'incroyable. Devant eux, à une grande profondeur, là où selon toutes les données, il n'aurait dû y avoir qu'un fond vaseux, il y avait une vallée. Et au centre de cette vallée, des structures énormes, géométriquement correctes, qui brillaient faiblement dans l'obscurité. Des tours, des dômes, des ponts. Tout comme von Arnheim l'avait décrit. C'était la ville sous-marine, morte, silencieuse, mais effroyablement réelle. « Arthur, vous voyez ça ?» La voix de Carter dans les haut-parleurs tremble d'excitation. « Elle existe, cette ville, elle existe vraiment. » Sur la passerelle du Polar Down, tout le monde a les yeux rivés sur les écrans qui diffusent les images des caméras de l'Odyssée. L'ampleur de la cité sous-marine est stupéfiante. Elle est immense, couvrant une surface de plusieurs kilomètres carrés. L'architecture est extraterrestre, inhumaine. Des lignes lisses et fluides, pas d'angle droit, des matériaux comme le verre sombre ou l'obsidienne polie. Et partout cette étrange lueur intérieure, dont la source n'était pas claire. « Attention, Ben », avertit Wright. « Ne vous approchez pas trop près. Prenez note de tout ce que vous voyez. » L'Odyssée se déplace lentement à la périphérie de la ville. Les caméras enregistrent chaque mètre de cette incroyable découverte. Soudain, Carter s'exclame « Regardez, là-bas, c'est le Northern !» Et en effet, dans la lumière des projecteurs de l'Odyssée, se dessine la silhouette d'un sous-marin allemand. Il est couché sur le côté, au pied d'une des tours géantes, comme un jouet abandonné. Des débris étaient visibles à côté d'elle, peut-être des pièces de l'équipement dont von Arnheim avait parlé dans son journal. Un équipement censé capter l'énergie du cristal. « Nous devons l'examiner !» insiste Carter. Mais Wright est inflexible. « Non, Ben, nous en avons assez vu. Revenez en arrière. Ce que nous avons trouvé est trop important pour nous. Laissons les autres s'en occuper. » À contre-cœur, Carter obéit.
l'Odyssée a commencé sa lente ascension. Mais au moment où la machine quittait la cité sous-marine, il s'est passé quelque chose qui a glacé le sang dans les veines de tous ceux qui se trouvaient à bord du Polar Dawn. Tout d'abord, ce n'était qu'un point sur l'écran du sonar. Puis, une puissante impulsion d'énergie qui a momentanément mis hors service tous les instruments de l'Odyssée et du navire de tête. Et puis, une colonne de lumière est apparue au centre de la ville, à l'endroit même où von Arnheim avait décrit le cristal géant. Une lumière violette, brillante et aveuglante. Elle transperça la colonne d'eau et frappa le dôme de glace au-dessus de la ville. La glace commença à se fissurer et à s'effriter, d'énormes blocs se détachant et s'écrasant dans l'eau. « Qu'est-ce qui se passe ?» cria Carter, essayant de maintenir le cap de l'Odyssée. « Il se réveille !» chuchote Wright en regardant l'écran. « Von Arnheim avait raison, nous l'avons réveillé !» La communication avec l'Odyssée est rompue. La panique règne sur la passerelle du Polar Dawn. Le pilier de lumière au-dessus de la cité sous-marine continue de pulser, provoquant un tremblement de terre localisé. Le champ de glace autour du navire commence à se briser. Wright donne l'ordre de quitter immédiatement la zone à pleine vitesse. Mais il est trop tard. Des profondeurs, là où la lumière violette s'était déchaînée, quelque chose s'éleva. Énorme, sombre, de forme indéterminée. Il se déplace à une vitesse incroyable et les sonars montrent ceux qu'il se dirige droit vers le Polar Dawn. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» s'écrie l'un des marins. Personne ne peut répondre. Cela ne ressemble à aucune créature marine connue. C'était quelque chose d'autre, quelque chose d'ancien et d'incroyablement puissant. À ce moment-là, un vaisseau est entré en contact, surgi de nulle part. Il n'a pas répondu, mais sa silhouette à travers le blizzard était clairement militaire et très moderne. Plusieurs vaisseaux similaires, sans marque, entouraient rapidement le Polar Dawn. De l'un d'eux, un ordre, donné dans un anglais simple mais avec un accent glacial et inhumain, est diffusé par haut-parleur. « Tout le monde reste où il est, pas de résistance. Votre expédition est terminée. » Les hommes de Wright sont abasourdis. D'où viennent ces navires? Qui sont-ils? Mais l'heure n'est pas aux spéculations. Une vedette s'est mise à l'eau depuis le navire amiral de l'inconnu et se dirige vers le Polar Dawn. Quelques minutes plus tard, des hommes en uniforme noir, sans insigne, le visage caché par un casque sombre, montent sur le pont. Ils se déplacent rapidement et de façon cohérente, comme une machine bien huilée. Wright et son équipage sont rassemblés sous la menace d'une arme dans le carré des officiers. Ils sont dépouillés de tous leurs dossiers, cartes, échantillons, enregistreurs de vol et ordinateurs. L'opération est dirigée par un homme de grande taille, dont seul le visage n'est pas caché. Il avait des yeux froids et vides et une bouche dure. Il ne se présente pas, mais son ton autoritaire ne laisse aucun doute sur le sérieux de ses intentions. « Vous vous êtes mêlé de la mauvaise affaire, capitaine Wright, » dit-il d'une voix calme et dépourvue d'émotion. « Il y a des choses qu'il vaut mieux que l'humanité ne sache pas. Ce que vous avez trouvé sera à nouveau enterré et vous l'oublierez pour votre propre sécurité. » Lorsque Wright lui demanda qui ils étaient et ce qui se passait, l'homme se contenta de sourire. « Considérez-nous comme des gardiens. Nous veillons à ce que certaines portes restent fermées. Vos actions auraient pu conduire à un désastre d'une ampleur inimaginable. » Pendant ce temps, la lueur violette au-dessus de la cité sous-marine commençait à s'estomper. La créature inconnue qui avait surgi des profondeurs disparut également, semblant se dissoudre dans l'eau. Les navires de guerre ont pris le Polar Dawn en étau et l'ont poussé vers le sud, loin de l'endroit maudit. Pendant plusieurs jours, l'équipage est arrêté sur son propre navire. Ils ont été interrogés et contraints de signer des documents de non-divulgation. Toute tentative d'en savoir plus sur les gardiens ou sur le sort de la cité sous-marine
a été interrompu à la racine, lorsque le Polar Dawn a finalement été amené dans un port isolé quelque part dans le nord de la Norvège. Les Gangardiens ont disparu aussi soudainement qu'ils étaient apparus. Avant de partir, leur chef s'approcha à nouveau de Wright. « Oubliez Asgard, capitaine, dit-il. Oubliez les Nordstern. Cette histoire n'a jamais existé. Si vous essayez de dire la vérité, personne ne vous croira. Et s'il vous croit, nous trouverons un moyen de vous convaincre de vous taire. Pour toujours. » Après leur départ, les autorités officielles se sont approchées de l'aube polaire. Elles se sont étonnées du retour inattendu de l'expédition et de la perte de toutes les données scientifiques en raison d'une défaillance imprévue de l'équipement dans des conditions extrêmes. L'équipe a reçu l'ordre de ne pas divulguer les détails, invoquant le secret d'État et une possible menace pour la sécurité nationale. Ainsi s'achève l'histoire d'une découverte qui aurait pu bouleverser le monde. La cité sous-marine d'Asgard et sa technologie mortelle étaient à nouveau cachées à l'humanité. Mais pour combien de temps? Arthur Wright ne pourra jamais oublier ce qu'il a vu. Il quitta son métier, s'installa dans une petite maison au bord de la mer et, jusqu'à la fin de ses jours, tenta de rassembler des bribes de souvenirs et de preuves pour dire la vérité au monde. La plupart des gens le prenaient pour un vieil homme fou et détraqué qui racontait des histoires de cités sous-marines et de mystérieux gardiens. Après une longue période de dépression, Ben Carter est revenu à la science, mais il n'a plus jamais participé à des expéditions dans l'Arctique. Parfois, en regardant des cartes de l'océan Arctique, il voyait devant lui non pas des taches blanches de territoires inexplorés, mais les silhouettes sombres et lumineuses d'une cité sous-marine et une colonne de lumière violette qui sortait de ses entrailles. Selon la version officielle, le sous-marin allemand Nordstern n'a jamais été retrouvé. Le navire de recherche Polar Dawn n'a rien trouvé d'important lors de son expédition en 1998. Tous les documents sont classifiés. Mais vous et moi savons que ce n'est pas vrai. Quelque part, sous les glaces arctiques de plusieurs kilomètres d'épaisseur, dort une ancienne cité, où sont stockées des technologies qui peuvent à la fois élever l'humanité vers les étoiles et la précipiter dans l'abîme de l'oubli. Et quelque part près de là, ces gardiens, silencieux, veillent éternellement, prêts à tout pour que ce secret ne soit jamais révélé. Mais les glaciers arctiques fondent. Chaque année, de nouvelles zones de fond marin, jusqu'alors inaccessibles, sont découvertes. Que se passera-t-il lorsque Asgard sera à nouveau sur le point d'être découvert? Et qui pourra arrêter ceux qui veulent s'emparer de son pouvoir? Autant de questions auxquelles il n'y a pas encore de réponse. Mais une chose est sûre, la plus terrible menace qui pèse sur l'humanité n'est pas cachée dans l'espace ou dans les profondeurs de la Terre. Elle attend son heure là, à l'extrémité la plus froide du monde, au cœur glacé de l'Arctique, et le moment de son réveil approche inexorablement. Pensez-y la prochaine fois que vous entendrez de la glace crépiter dans votre verre. Ce n'est peut-être pas seulement de la glace, c'est peut-être le murmure d'une ancienne cité qui tente de nous délivrer son dernier avertissement.